nous avons plusieurs aspects qui méritent d'être creusés en profondeur afin que nous puissions trouver des recettes qui peuvent nous sortir des situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons présentement. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, nous allons d'abord passer à la petite annonce et puis on se retrouve. Comment vous si que au cabinet na lebi munoka mboka esengo leki ngai nakuma no soma ntu ne mboto mbiokobe na bioki mayete. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathan Sengo. Yo, mais oh, merci bien. Ah bon? Oh, cabinet qui dit, nous outil bolobo. Oh. Aller-retour na hors bord nanai. Ah bon? Désormais, chaque 2 mois, bolobo, n'inquiète à la famille. N'est-ce pas? Ce que le prix à carburant et Kitty, eh bien, Ezabongo, l'ikanisi ya vice-premier ministre, ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, mpe na bokasi ya tata mokonza ekolo chef de l'État, Fachi Béton. Oui, entrez. Oh, Ngalouf Worok. Ngalouf Worok. Ah, justement, c'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'indéquer prix à carburant et Kitty. Ouais, les aïe sur le prix à carburant et Kitty. Mais bilo quoi bien? Bilo quoi bien papa tcha pour les Kitty te. Galouf. Nous sommes eza pour baza ko compliqué, hein? Au lieu d'adapter ba prix pour population à CP là, peut à bénéficier na décision ndenge gouvernement a solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc bango tu vas te barrage. Mais oui. Alors tu peux barrage wana couloir refungwana. Un peu place CP là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kukwela ye. Bakanga bango kaka. Ah ben oui. Bakanga. Mais oui, c'est trop. Yambaloyo. De retour sur ce plateau, nous allons aborder un sujet qui est assez délicat, ce qui concerne notre pays, c'est vrai, en premier lieu, la République démocratique du Congo, mais aussi il y a une situation, on sait que le pays a beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses, ça c'est depuis qu'on est petit qu'on en parle. Mais qu'en est-il de la réalité? Pourquoi on n'arrive pas à sortir de ces tunnels qui nous fait que s'assombrir au lieu de voir le bout du tunnel? En tout cas, sur le plan économique, il y a des recettes, mais quelles sont les potentialités pour que ces recettes-là puissent produire des résultats et quels sont les freins qui font que les recettes ne produisent pas les résultats? Nous avons notre analyste maison en économie, il est enseignant des universités, il s'agit de M. Choué Alexandre, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est avec plaisir. On vous a vu cette population qui doit faire face vraiment à virevoltant, si c'est le outre terme cela, que nous allons aussi revenir sur il y a eu la un crise forum sanitaire sur le liée climat à des affaires l'épidémie pour la de Mpox transformation au de l'économie. C'est le président de la République qui a rehaussé de sa présence à cette importante cérémonie. Mais bon, c'est vrai, on a entendu parler de tout ça. Mais on parle toujours, avant que vous n'abordiez la question, la République démocratique du Congo évoque toujours la question relative à l'amélioration des climats des affaires depuis des décennies. Pourquoi les choses n'évoluent pas? Merci d'abord pour l'invitation. Et le sujet que vous abordez aujourd'hui est d'une importance capitale parce qu'effectivement, on ne peut pas prétendre offrir à une population des conditions de vie adéquates si son économie n'arrive pas à produire assez de richesses, créer plusieurs emplois stables et rémunérés, mais également offrir aussi un cadre de vie amélioré. Donc il serait important pour nous de savoir comprendre quels sont les problèmes qui font que notre économie ne puisse pas fonctionner comme elle devrait le faire pour que ensuite on puisse voir aussi quelles sont les orientations à prendre du point de vue des politiques et des actions à mener afin de créer justement cet environnement qui permettrait à l'économie de se développer et de répondre aux attentes et préoccupations de la population.
Alors, il faudrait peut-être faire un petit récapitulatif et noter ceci. C'est que depuis 2002, l'économie de la RDC est en croissance. Et cette croissance a été ininterrompue malgré différents chocs qui ont eu à survenir, notamment la crise financière de 2007-2008, la crise de la baisse des matières premières en 2014-2015, la crise de la Covid en 2020, la crise en Ukraine en 2022 et nos chocs internes, notamment les guerres récurrentes, particulièrement dans la partie est du pays, tous ces éléments n'ont pas pu arrêter cette croissance positive. Et donc, elle a été positive et en moyenne, elle a été de 6%, soit à un niveau supérieur à la moyenne réalisée au niveau de la région Afrique subsaharienne. Cependant, malgré cette croissance, le PIB par habitant de la RDC en 2023 a été de $580 en parité de pouvoir d'achat. Et à la même année, la moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne était de 1630. Ça veut dire que malgré toute cette croissance, le revenu par habitant de la RDC est le tiers de la moyenne au niveau de la région. Autre indicateur important, c'est que malgré cette croissance, la RDC, sur les chiffres de la Banque mondiale 2022, a un taux de pauvreté de 72%, alors que la moyenne au niveau de la région est de 34,4%. Quand vous prenez d'autres indicateurs comme l'IDH, celui de la RDC est à 0,480. Oui. Et au niveau de la région, on est à 0,5. Donc, tout ça, c'est pour dire que malgré cette performance de l'économie du point de vue de la croissance, les résultats sur le plan du bien-être sont très limités. Or, pour améliorer le bien-être, il faut créer des richesses et des emplois stables et bien rémunérés. Mais si la pauvreté demeure un défi énorme, la malnutrition a un problème sérieux, c'est qu'on doit interroger davantage les éléments qui caractérisent notre économie pour savoir où le bas blesse et voir ensuite comment est-ce qu'on peut orienter la réflexion. Et là, donc, on a fait 22 ans de croissance ininterrompue, ce qui est une performance, un score. Mais lorsqu'on va plus près, on se rend compte que la structure de l'économie pose problème. La croissance qui est réalisée par notre économie est tirée par le secteur minier. Or, le secteur minier a peu d'effets transformateurs dans la mesure où on extrait les produits et on les exporte à état brut. Or, il aurait été souhaitable de créer de la valeur ajoutée localement pour pouvoir justement réduire les influences des chocs exogènes sur l'économie. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on avait une industrie de la bijouterie ici en RDC, on pourrait vendre notre or sous forme de lingots, mais également on pourrait vendre ça sous forme de bijoux. Et si, par exemple, au niveau du marché mondial, les cours de l'or baissaient et que notre industrie des bijoux était assez développée, on pourrait plus ou moins atténuer l'impact de ce choc à travers cette structuration de l'économie. Et donc, aujourd'hui, il est important pour nous de faire plusieurs réformes majeures de la manière d'organiser les secteurs productifs pour que l'on puisse réellement créer de la valeur ici et permettre à l'économie d'avancer. Et ce même constat, on le fait dans plusieurs autres segments de l'économie. Il y a également les hydrocarbures. Nous avons beaucoup de pétrole, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir une raffinerie ici. On vend le brut et on achète le produit léger. Et du coup, au niveau de la balance extérieure, il y a un déficit et ça nous demande de sortir des devises pour importer. Or, si on avait cette raffinerie, ça aurait réduit nos importations en pétrole et ça aurait donc une incidence sur la position extérieure nette, mais également sur la capacité qu'a la Banque centrale de pouvoir intervenir sur le marché de change, car la Banque centrale a une couverture assez importante de devises pour pouvoir mieux tirer les ficelles ou organiser le fonctionnement du marché de change qui aujourd'hui pose encore beaucoup de problèmes dans le contexte de notre économie, une économie qui est fortement dollarisée. Donc il y a tous ces éléments qui montrent qu'il y a un problème. Mais un autre fait majeur qu'il faudrait relever, c'est que chaque année en RDC, on constate une augmentation en moyenne de la population de 3%. En RDC, nous avons un potentiel, comme on l'a dit au départ, de production agricole énorme. Les terres arables, n'en parlons pas. Le potentiel en production de poissons, l'élevage, le potentiel est énorme. Mais en RDC, plus de 40% des enfants sont malnutris. Et en RDC, beaucoup de gens meurent de faim. Et ce qui est encore grave, c'est que maintenant, pendant la période qui va de 2002 à ce jour, on a vu la part de l'agriculture dans le PIB baisser. Ce qui est contradictoire. Vous avez plus de besoins sur le plan alimentaire et il y a une diminution. Et en moralité, ce gap se résout comment? Par des importations alimentaires de l'ordre de 2 milliards. Or, si on pouvait reprendre ces 2 milliards et les réinjecter dans l'économie en termes d'investissement dans l'agriculture,
ou dans l'agro-business, avec des règles bien précises de gestion des projets de développement, je pense qu'on aurait fait œuvre utile. Oui. C'est important et c'est énorme. Oui. Alors, expliquez-nous un peu, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup votre approche qui est tout au plus pédagogique. Normal, vous êtes un enseignant. Alors, le climat des affaires pour la transformation de l'économie. En quelques mots, qu'est-ce que le chef de l'État voulait dire? C'est-à-dire que le chef d'État a constaté que malgré qu'on a fait la croissance, et cette croissance a été soutenue par plusieurs réformes, disons-le parce qu'il y a eu des réformes, on a créé l'ANAPI, on a eu le code des investissements, le code minier, le code agricole, le code des hydrocarbures, plusieurs changements ont été faits, mais malgré ces changements-là, la structure de l'économie pose problème et la pauvreté demeure très élevée. Ce qui veut dire qu'il serait important aujourd'hui de reconsidérer ou de requalifier les réformes à faire pour que l'on puisse bâtir une économie plus forte. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la réflexion du chef. Dans son programme d'action, il a parlé de la diversification de l'économie, de la transformation de l'économie et d'une économie qui serait au service du peuple. Mais pour qu'elle soit ainsi, il faudrait avoir comme levier le secteur privé. Or, l'environnement dans lequel nous évoluons n'est pas bon pour les privés. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de faire des réformes pour permettre au privé de mieux fonctionner, de mieux produire, mais produire aussi de manière à garantir à l'économie une structure autre. Ce qui suppose qu'il y aura des textes de loi à revoir, mais il y aura aussi des systèmes d'incitation à mettre en place dans différents segments de l'économie pour pousser les acteurs à se comporter d'une certaine manière, de sorte que l'on puisse justement transformer notre économie, avoir un modèle économique autre. Et donc l'idée, c'est d'avoir un secteur privé fort qui exploite dignement toutes les opportunités d'affaires, qui exploite également les atouts, ce qui fait la différence avec les autres, et une économie intégrée, parce que les différents segments de l'économie doivent se tenir. Et si on le fait, on réduit justement notre vulnérabilité vis-à-vis des chocs exogènes et on crée un ensemble d'opportunités d'affaires et d'emplois qui feraient que les Congolais pourraient vivre. Ça me permet justement de rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Est-ce mauvais, parce que vous dites que ces changements doivent être assis sur des privés qui doivent être dans un environnement sécurisant, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir des privés qui ont beaucoup plus d'argent que les nationaux? Parce que maintenant, c'est tout le monde qui crie, et nous sommes des profanes. Tout le monde crie, voilà, mais notre économie entre les mains des Indo-Pakistanais, des Indiens. Est-ce mauvais pour notre économie? Du moment où les Congolais eux-mêmes n'ont pas cette capacité-là, n'ont pas ces fonds-là, est-ce que ça pose problème? Justement, il y a un problème, c'est que la pauvreté est de 72%. Ce qui veut dire que peu sont ceux qui ont les moyens de financer des projets d'investissement dans le pays. Et si on doit s'en tenir à ça, il est plus qu'évident que le pays aujourd'hui ressent un besoin de financement et le recours aux capitaux extérieurs est tout à fait justifié. Cependant, il faudrait avoir une vision prospective. Je donne un exemple. Certains pays de l'Asie, qui étaient aussi dans des situations difficiles comme nous autrefois, ont demandé à ce que les capitaux occidentaux viennent financer leur économie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des dispositifs pour créer aussi dans la population une classe d'hommes d'affaires et une classe moyenne pour soutenir l'économie. Si bien qu'au fil des années, ils ont opéré une sorte de transition. C'est-à-dire qu'on commence avec les capitaux extérieurs, mais on crée notre classe et progressivement, on tire profit et on renverse l'équation. C'est ce qu'il faudrait faire aussi en RDC. Ne pas accuser les capitaux étrangers, mais plutôt savoir s'en servir à bon escient. Mais s'en servir à bon escient, ça suppose quoi? Mettre en place un cadre réglementaire qui fixerait les choses de manière à servir les intérêts de la République et des Congolais, tout en restant sérieux. Parce qu'il faut des lois, il faut un cadre, mais il faut aussi que l'on puisse rester derrière ce que nous avons fixé comme cadre pour s'assurer que les choses se passent comme on le veut. Au niveau, par exemple, des Émirats, au niveau de Dubaï, lorsqu'ils ont commencé leur plan de transformation, mais ils avaient la main-d'œuvre extérieure. Ils ont compris que notre économie doit être tenue par nous-mêmes. Et donc, progressivement, ils ont fait quoi? On vous appelle. Vous apportez votre expertise. On travaille avec vous, mais il y a un transfert de connaissances qui se fait. Et progressivement, on élève les fils du pays dans des postes de décision pour que, petit à petit, on puisse se départir des étrangers et confier la gestion aux nationaux. C'est ça l'intelligence qu'il faudrait développer parce que nous sommes dans un monde en compétition. S'il n'est pas stratégique, il viendra un moment où ils vont vous frapper. Je vous donne une illustration. Dans les années 90, il y a eu une crise en Asie, la crise asiatique. Mais en quoi a consisté cette crise? Les capitaux occidentaux ont été utilisés pour développer plusieurs économies de la région. Mais à un moment donné, les propriétaires de capitaux ont retiré massivement leurs ressources. Ce qui fait que l'économie a eu à chavirer. Dieu merci, à l'époque, le Japon était la deuxième puissance économique du monde. Le Japon a déboursé 100 milliards de yens pour stabiliser l'économie régionale. Et de là,
ils ont pris une option, ils ont pris des dispositions nouvelles dans la réglementation de change pour garantir une meilleure entrée des capitaux et également une certaine stabilité pour les sorties de fonds. Question de stabiliser l'économie et dans notre temps aussi avec le progrès économique, avec tout ce qu'on mettait en place comme mécanisme pour créer une classe moyenne, il y a des gens qui se sont démarqués, qui ont commencé à investir et on a créé une classe patronale nationale. Là, il faut aller. Mais peut-être un petit mot. Un élément qui nous bloque souvent, c'est quoi? C'est aussi la justice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui analysent les performances des économies dans le monde vous diront que les grandes économies américaines, françaises et autres reposent sur des grandes familles. Mais c'est un mécanisme d'accumulation. Monsieur X a atteint 100 millions, il laisse ces 100 millions à son fils, Y qui lui passe de 100 millions à 400 millions, le petit-fils Z arrive, il passe de 400 millions à 1 milliard, et il y a accumulation, et c'est comme ça qu'on bâtit des grands empires économiques. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous ici? Monsieur X a 100 millions, il meurt, c'est la famille qui vient prendre ça. On dilapide. Et le fils doit recommencer à zéro. Alors que si le fils avait pris ce que son père avait laissé et continué, on aurait eu... Donc c'est pour dire quoi? C'est que pour pouvoir garantir ce mécanisme d'accumulation du capital, il serait important que la loi soit respectée en ce qui concerne l'héritage. Mais tout le monde sait que la loi dit que ce que X laisse, c'est pour sa femme légitime et ses enfants. Mais le contraire se fait et tout le monde trouve ça normal. Moi, je pense que ce sont des choses qui devraient être corrigées rapidement pour pouvoir créer cette dynamique de transformation sur le plan des capacités internes ou locales à financer l'économie. Ok, puisqu'on parle de cette justice-là qui pose problème, mais je voulais vous poser une question par rapport à... Visiblement, dans d'autres pays, il y a un cercle de certaines intelligences qui réfléchissent pour l'avenir du pays, faire des projections pour 2020, 2030, voulais-je dire, 2040, 2050. Est-ce que chez nous, vous qui êtes dans le monde économique, est-ce que chez nous, il y a cette sorte de temple où l'on trouve des intelligences qui réfléchissent sur ces genres de choses et qui peuvent nous permettre à nous autres d'espérer peut-être que nos enfants vivront dans un pays beaucoup plus aisé que celui-ci? C'est un réel problème. Effectivement, nous avons du mal à nous projeter et à faire de la prospection, alors qu'une nation devrait faire de la prospection pour savoir se projeter dans ce monde en compétition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je l'ai dit même sur votre chaîne de télévision, c'est que souvent, nous, ici, quand on est sur le débat économique, on parle que de la stabilité macroéconomique. Or, en réalité, la stabilité macroéconomique n'est pas une finalité. On n'arrive pas à développer un pays par la stabilité. Il y a des pays, l'Occident, même l'Italie, qui à un moment donné a fait face à des niveaux élevés d'inflation. Mais ce n'est pas pourtant que l'économie italienne n'était pas une économie industrielle ou industrialisée. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir la stabilité macroéconomique, mais ce n'est pas une finalité. Quelqu'un qui est malade, on lui donne des piqûres de dipyrone pour baisser la fièvre. Ça, c'est la stabilisation macroéconomique. Mais au-delà de la stabilisation macroéconomique, il faut aller vers la solution au problème, guérir le malade, c'est-à-dire lui administrer les médicaments qui attaquent le virus qui dérange. Et dans ça, ce sont des changements structurels. Ce qui fait que stabilité macroéconomique sans effort de transformation de l'économie pour faire une croissance plus forte et mieux repartie avec une certaine inclusion, ça n'a pas de vrai sens. C'est ça le défi. C'est ce qui fait qu'on est en train de tourner autour du pot. Et aujourd'hui, je pense qu'il est venu le moment pour nous de changer de paradigme. Oui, on doit faire des efforts pour garantir la stabilité macroéconomique, mais surtout, il faut voir comment est-ce qu'on transforme notre économie pour la mettre au service du développement humain. Okay. Alors, dans tout ce que vous dites, c'est très beau, hein, c'est joli à entendre. Et faisable aussi. Oui, faisable aussi, justement, j'en arrive. Et quel est le rôle du politique dans la qualité de la gouvernance économique? Parce que tout dépend de lui. Tous ici, nous réfléchissons en politique. Tous, on est le soir en train de regarder la télévision, les yeux braqués vers nos téléphones pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est sur le plan politique, ainsi de suite. Mais quel est le rôle de ces politiques-là? Visiblement, il n'est pas très impliqué. Effectivement, dans le contexte qui est celui de la RDC, depuis des années, de manière structurelle, disons-le, l'environnement politique est souvent hostile au développement économique. La gouvernance pose problème. À l'époque du président Mobutu, nous avons eu à réaliser des performances importantes. Déjà, de 67 à 74, notre économie a fait en moyenne une croissance de 7%. C'était une des économies les plus dynamiques de l'Afrique. Il faut dire qu'à cette époque aussi, on attirait plusieurs visiteurs. Les Sud-Africains venaient ici. Les voisins venaient vers nous parce que justement, on était à un niveau très élevé. Mais qu'est-ce qu'on a fait des dividendes de cette performance économique? Malheureusement, on n'a pas su capter intelligemment le surplus et les réinjecter intelligemment dans l'économie. Le surplus a été utilisé pour des dépenses ostentatoires et l'économie
est devenu de plus en plus fragile et vulnérable. Ce qui fait qu'avec le vent de la perestroïka qui a conduit à un changement du système politique en 89-90 et tout ce qui s'en est suivi, notamment les pillages de 91-93, les massacres à Lubumbashi, l'éboulement de la mine de Kamoto qui est intervenu en 89, tout ça a fait que l'économie congolaise puisse s'effondrer. Et donc, durant la décennie 90-2000, on a vu des taux de croissance négatifs avec une population en augmentation de la pauvreté s'est installée dans le pays. Pourquoi? Parce que les choix politiques posaient problème. Il y a certaines règles de gestion qui n'étaient pas observées et c'est ce qui a tué l'économie. On a repris avec les bailleurs de fonds en 2001, sous Kabila, et on a essayé de faire certaines réformes, mais l'élément qui nous a toujours bloqué, c'est la gouvernance économique. Parce qu'il y a eu des projets qui ont été initiés, mais qui n'ont pas donné lieu aux résultats escomptés. Pourquoi? Parce que le politique a mal calibré les choses et souvent le politique fait un calcul sur ses intérêts et non pas sur l'intérêt de la République. Or, je pense qu'il serait important que l'on s'élève un peu pour que l'on comprenne que lorsqu'on est acteur politique et qu'on est décideur, la fierté, c'est de donner au pays des résultats et non pas se bomber le torse juste parce qu'on a des fonctions d'État. Un homme public, un homme d'État, c'est celui qui rend service à la collectivité. Et cette dimension, cette notion fait défaut. Et j'irai encore plus loin, je dirais même que nos partis politiques ne sont pas prêts à porter le processus de développement. Pourquoi? Parce que les partis ne sont pas vraiment démocratiques. Ce sont des partis où un individu crée son parti et les amis arrivent, les membres de famille arrivent et ceux de la tribu ont fait un parti politique. C'est ça malheureusement. Ce qui fait qu'on a des autorités morales. On devrait avoir des partis d'idées ou d'idéologie et non pas des partis d'hommes. Parce que dans ces partis, le président du parti ou l'autorité morale devient un inspirateur. Pourtant, tout le monde s'identifie en lui. En lui. Alors que nous sommes des humains. Moi, je suis économiste. Je vous parle d'économie. Je ne peux pas prétendre connaître l'économie à 100%. Si je le dis, c'est que je suis menteur. Et je ne mens pas aux gens, mais je me mens moi-même parce que je sais que ce n'est pas ça. Alors, si dans mon domaine de prédiction, il y a ainsi dans d'autres disciplines, vous comprenez un peu? Alors, il y a des limites dans l'homme. Mais si le chef du parti devient un homme Dieu, où tout ce qu'il dit c'est oui et amen, il y a un problème. Vous avez dans un parti, le président du parti c'est lui, le vice-président c'est son épouse, le secrétaire général c'est son fils. Mais comment vous comprenez ça? Mais il n'y a pas de démocratie dans les partis, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas appliquer la démocratie puisque eux-mêmes ne sont pas dans la pratique de la démocratie. Ceux qui font la politique comme moi, c'est quoi notre objectif? C'est la conquête du pouvoir pour agir. Mais si vous ne préparez pas vos cadres, vos membres de parti à la gestion, à la gouvernance, là c'est notre problème. Est-ce que les partis politiques organisent des sessions de formation dignes pour pouvoir préparer leurs membres et cadres à la gestion de la République? Tout ça sont des questions majeures qui font que justement le politique n'arrive pas à jouer un rôle intéressant. Et souvent il arrive que le politique lui-même soit le vecteur qui bloque le progrès. Parce qu'on dit une chose et son contraire à la fois. On dit qu'il faut stabiliser le cadre macroéconomique. Eh bien, en tant que ministre du budget, en tant que ministre des Finances, on doit avoir une attitude donnée. Mais si vous, ministre des Finances, vous combattez la mobilisation des recettes publiques, il y a un problème. Si vous, ministre du Budget, dans le processus d'engagement des dépenses d'État, vous faites n'importe quoi, comment peut-on espérer avoir la stabilité macroéconomique et des dépenses publiques efficaces? Donc tout ça montre que le politique a souvent agi et de manière négative contre la performance économique. Pour y remédier, il faut mettre en place des mécanismes nouveaux qui organisent la gouvernance du pays sur le plan économique et qui imposent à tous les acteurs de mieux se comporter. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi des mécanismes d'évaluation et sanctions. La sanction. On va pas revenir sur la qualité de la dépense. Vous êtes suffisamment étendu sur ces sujets dans une des dernières émissions faites ici, sur ce plateau. Mais je voudrais prendre une phrase qu'a dite l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, l'ambassadrice Lucie Tamlin. Elle a dit qu'il est difficile, au regard du plateau, présente la République démocratique du Congo, le plateau sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire, c'est vraiment difficile que les investisseurs américains viennent ici chez nous en République démocratique du Congo. Lorsque vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, mais ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité, puisque celui qui investit et qui engage de l'argent dans une activité doit s'assurer que son argent ne va pas être dilapidé et que ce capital investi aura à dégager un surplus. Et le contexte actuel du pays est tel qu'il y a beaucoup d'insécurité. Et ce qui fait qu'aussi, beaucoup sont ceux qui investissent plus dans les activités spéculatives que des activités qui ont des effets transformateurs ou structurants sur l'économie. C'est ça une difficulté. Et quand le chef d'État a parlé justement d'une nouvelle vague de réformes, je pense qu'il a vu les choses dans cette direction-là. Ce qui fait que l'un des grands combats à mener actuellement, c'est celui de la sécurité, c'est-à-dire reprendre le contrôle de tout notre territoire,
arriver à sécuriser nos frontières, garantir la sécurité intérieure et permettre aux gens de vivre de manière paisible, avec quiétude sociale. Ça, c'est un élément majeur pour la marche de l'économie. Mais à côté de cela, il faut aussi mettre en place un ensemble de dispositions qui ferait que ceux qui investissent soient réellement sécurisés par rapport à leurs investissements. Il ne faudrait pas que l'on revienne sur des choses comme ce qu'on a connu à l'époque de la zarisation, où un bon matin, on se réveille, on vous spolie par rapport à vos investissements, alors que c'est de l'argent que vous avez eu à accumuler pendant des vingtaines d'années. On vient vous retirer ça facilement. Donc, tout ça sont des éléments à mettre en place. D'où l'importance de faire des réformes dans le domaine de la sécurité juridique et judiciaire de l'investissement. Mais au-delà de cela, il y a d'autres éléments, parce qu'il faut aussi la stabilité macroéconomique pour pouvoir permettre aux agents économiques de faire des conjectures, de prévoir et de décider utilement. Il y a aussi un besoin d'infrastructures, parce qu'une économie sans infrastructure n'a pas de valeur. Il y a besoin de garantir aux opérateurs économiques l'accès à l'eau, à l'électricité, tout ça. Mais ce sont des choses qui posent problème. Et là encore, il y a un chapitre qui concerne toujours le décideur politique, c'est que, comme j'avais dit lors des états généraux, en ce qui concerne par exemple la gouvernance des entreprises du portefeuille, je l'ai souvent dit et je ne cesse de le dire, c'est qu'il est important de changer de comportement aussi bien dans le chef de ceux qui gèrent et travaillent dans les entreprises que ceux qui sont politiques et qui ont un regard sur le fonctionnement de l'économie du pays. Pourquoi ? Parce que justement, ceux qui gèrent doivent appliquer les règles de bonne gestion et amener les travailleurs à donner le meilleur d'eux pour que l'entreprise soit performante et arrive à donner lieu à des résultats. Et ceux qui sont politiques devraient avoir en tête l'idée de pouvoir impulser le progrès, le changement. Il faut refuser ce qui est négatif et non pas applaudir. Pendant des années, on a établi que les entreprises du portefeuille de l'État, je crois avoir lu aussi dans un livre du professeur Mabi sur les dérives d'une gestion prédatrice, il a établi que plusieurs entreprises avaient des résultats négatifs et ça continue. Les états financiers qui sont préparés année après année montrent que ça ne va pas, mais on laisse ça passer. Mais comment est-ce qu'on peut espérer renverser la vapeur ou la tendance si on n'essaie pas de prendre une thérapie de choc pour arrêter le mal? C'est ça le vrai problème que nous avons. Et donc le politique doit cesser d'interférer dans la bonne gouvernance d'entreprise pour imposer des règles qui ne sont pas commodes et consacrer l'inefficacité. C'est ce qu'il faut faire. Je vais vous poser une question claire, M. Choué-Alexander, pour que vous puissiez me donner une réponse de manière simple. Vous avez évoqué des indicateurs qui sont inquiétants. 76% du taux de pauvreté ou des taux de pauvreté. Je ne veux pas dire les indices de développement humain, ainsi de suite, dans un pays comme le nôtre, où les salaires n'évoluent pas, des tas de choses qu'on va évoquer. Alors, comment expliquez-vous que dans un environnement comme celui-là, quelqu'un qui arrive en République démocratique du Congo, où l'on parle du climat des affaires pour la transformation de l'économie, découvre qu'il y a des maisons qui poussent, des immeubles qui jaillissent du sol, et que, bon, la population est pauvre. Économiquement, quelle est la première image qui vous vient en tête ? Quand nous voyons cela, on se pose certaines questions et on a des réponses aussi à ces questionnements. C'est un problème de gouvernance, tout simplement. Il y a de l'argent dans ce pays, mais l'argent, malheureusement, passe par des circuits autres. Ce qui fait qu'il y a des gens qui facilement, du jour au lendemain, deviennent millionnaires, milliardaires, et une fois on justifie ça par, excusez-moi, certaines considérations, un Kodia, on a un Boa qui vous amène de l'argent. Mais ce genre de fétiche ou pratique n'existe pas en Occident parce qu'on suit le comportement des revenus des personnes. M. Zaïnda ne travaille pas, mais il devient millionnaire. Mais il doit nous expliquer d'où proviennent ces millions. C'est ça en fait. Si on voit des immeubles poussés ici et là et qu'on vous dit que tel immeuble appartient à tel acteur politique ou à tel leader politique, il doit justifier ça. Comment quelqu'un qui, par exemple, même s'il est ministre ou premier ministre, il gagne 40 000 $ le mois. Donc l'an, 40 000 fois 12, ça fait 4 000. Mais il arrive à donner aux gens 1 million, 2 millions de $. Il trouve ça où? En fait, il y a un problème. Il faut justement qu'on leur renforce la surveillance de tout le monde, des acteurs. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, on doit être exemplaire. On ne doit pas être là pour venir tirer sur de l'État, mais plutôt on doit servir la collectivité. Ceci est un élément qui fait défaut. Nous pensons qu'avoir des fonctions publiques, c'est l'occasion de s'enrichir au détriment de la collectivité. Non. Créons le progrès pour que le peuple soit bien. Et si le peuple est bien, nous aussi, nous tirerons parti de ce progrès-là. C'est ça l'équation. Et il y a d'autres mécanismes. Vous savez, nous voyageons à Brazzaville ici pour changer 100 $ en francs CFA. C'est un problème. Même au Gabon, à Libreville, on oui, peut acheter en dollars. Éthiopie. Mais chez nous ici, est-ce que le marché change
Non, au coin de l'avenue, tel qu'on est là, on peut descendre, on peut changer même 10 000 $. Pourquoi la Banque centrale ne fait-elle pas des efforts pour corriger cela? Parce que c'est un des mécanismes à mettre en place pour pouvoir corriger aussi la dollarisation de l'économie. C'est aussi un mécanisme qu'il faudrait mettre en place, cette régulation, pour pouvoir faire face au blanchiment des capitaux et même au détournement. Parce que celui qui détourne l'argent public peut donner des billets qui sont en série. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherchera à avoir des dollars et mettre ça dans un compte bancaire rapidement. Mais si le marché de change est bien organisé et que chaque fois que quelqu'un vient faire une opération, on l'identifie et tout. Mais, avec l'ID, avec son la identifiant. carte d'identité. Oui, mais c'est clair qu'on peut facilement rétablir qui a volé quoi et ainsi de suite. Parce que, nous le disons, le ministre de la Justice l'a dit, il y a des détournements, les gens ne sont pas arrêtés et l'argent n'est pas ramené dans les caisses de l'État. Donc, du coup, ce sont des pertes d'argent, alors que nous avons besoin de suffisamment d'argent pour financer le développement de l'économie, la transformation et le développement de l'économie. Vous voyez qu'il y a un problème. Bon, il y a beaucoup de choses qui se tiennent, mais il faudrait satisfaire un ensemble d'exigences pour arriver à bâtir une nouvelle économie en RDC. Alors peut-être, cette question-là de bâtir une nouvelle économie, il faut la soulever. Comment bâtir une nouvelle économie? C'est ça, c'est la question. Oui. Nous avons des talents, des atouts, mais... Comment bâtir une nouvelle économie avec les mêmes acteurs? Oui, alors il y a des exigences, mais d'abord je parle de la transformation économique elle-même. Il y a un potentiel de développement que l'on n'exploite pas. Nous avons des frères à nous, Congolais, qui opèrent dans le secteur de la menuiserie, qui, avec les moyens de bord, font des meubles acceptables. De bonne qualité. Imaginez si on leur apportait un concours pour les réorganiser, améliorer leurs outils, leur donner un meilleur accès aux inputs, les accompagner pour avoir des bons tissus et produire des meubles de qualité. Et progressivement les amener à se conformer aux standards internationaux en matière de qualité. Ce serait l'occasion pour nous de remplacer progressivement les importations de meubles par les meubles fabriqués localement. Et c'est jouable, mais tout dépend de comment est-ce qu'on aborde la question. Nous avons en RDC ici des garagistes, à Bandal ici, Kasaoubou, qui font des choses importantes, mais ces personnes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais ils ont ce talent-là, mais capitalisons sur ça. Aidons ces gens-là à développer leur talent, et organisons-les en garage, pour que les relations entre clients et mécaniciens ou garagistes soient formelles et bien établies. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui va en résulter. Mais il y aura déjà une amélioration en termes de productivité et les clients seront satisfaits. Cette sécurité dans les services offerts. Il y a des couturiers qui font un travail impeccable ici. Mais si on leur accorde un appui, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Donc tout ça montre qu'on a des leviers sur lesquels on peut agir, mais on est distrait. Combien de fois nous avons vu, par exemple, sur le fleuve ici, des navires faire naufrage en provenance de l'Équateur, ramenant de la nourriture à Kinshasa? Mais parce que justement, les bateaux ou les baleinières sont des instruments engins de mort. Mais quand je suis allé au Sud Kivu, moi j'ai vu des bateaux. J'ai posé la question de savoir si c'était importé. On m'a dit que non, c'est fabriqué localement. Vous le savez bien. Mais pourquoi ne pas utiliser cette intelligence qui existe localement ici pour pouvoir aider le pays à développer le secteur du transport fluvial et même faciliter la circulation des produits dans le pays? Ce sont des atouts que nous avons. Il y a d'autres éléments sur lesquels on peut utiliser ces éléments pour faire une stratégie forte de développement. Aujourd'hui, quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous regardez cette carte-là de manière évolutive, c'est-à-dire depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous remarquez que le désert du Sahara descend, celui du Kalahari remonte, ce qui fait que tout se recentre sur la partie centre de l'Afrique et la RDC est là. Et la RDC à elle seule représente 52% des sources d'eau douce d'Afrique. Et on a également une bonne pluviométrie, alors que d'autres pays souffrent. Les crises sécuritaires dans le Tchad tiennent en partie au dessèchement du lac Tchad. Dans la zone Sahel, les problèmes d'eau dérangent. Et dans le Kalahari aussi, le problème est là. Mais puisque la RDC a une dotation importante en eau de pluie et des sources d'eau douce, mais qu'est-ce qu'on fait de cela pour pouvoir se positionner comme maître en Afrique? On peut développer toute une activité derrière, où on construit des citernes, on recueille les eaux de pluie, on les épure, on traite et on construit des pipelines et on exporte vers les pays voisins. Du coup, on va jouer un rôle capital dans l'économie africaine et tous les pays voisins auront à composer avec le président de la RDC parce que c'est lui qui vous alimente en eau. Or, s'il vous coupe la desserte en eau, à l'intérieur, il y aura des soulèvements. Et du coup, vous avez intérêt à composer avec la RDC. Ce sont des éléments de stratégie. Ça, c'est développer l'économie bleue en RDC. On a aussi un potentiel énorme dans l'économie verte. Regardez un peu les produits pharmaceutiques. Moi, j'ai vu.
À moi-même, il est arrivé. J'étais à un moment donné malade, je souffrais de la sinusite. On m'a donné Sinutab et d'autres produits qui ne sont vendus par les Occidentaux, mais je n'ai pas été guéri. Mais juste une formule avec des plantes médicinales locales ici, j'ai trouvé la guérison. Et depuis des années, je ne suis plus dérangé. Mais c'est pour dire quoi? C'est que si on développe un programme de recherche dans la pharmacie, en RDC, avec des moyens conséquents et beaucoup de sérieux, on peut développer plusieurs produits ou plusieurs traitements qui feraient face aux problèmes que l'on rencontre ici dans le monde. Pour finir peut-être sur cette question encore, j'ai vu sur une chaîne ici des chercheurs en provenance de l'Occident qui sont venus ici en RDC chercher des serpents. Parce que le venin de ces serpents congolais, qu'on trouve dans la forêt équatoriale, sert de médicaments de traitement contre certains cancers ou certaines maladies cancéreuses. C'est pour dire que nous avons ce potentiel, mais on ne le voit pas. Nous, quand on voit un serpent, on voit chez le diable, au nom de Jésus, on chasse. Non, le Seigneur nous a donné l'intelligence. Peut-être que ce serpent-là est attiré par des plantes qu'il y a dans votre parcelle et on voit toujours le diable. Il faut aussi prendre le temps de plus utiliser la tête que la superstition ou certaines croyances. Ok. Alors, parce que nous sommes en train d'avancer calmement et sûrement. Mais peut-être je pourrais ajouter un petit point important. Allez-y, avant que je nous avons des économies, des entreprises qui opèrent dans le secteur des mines, des hydrocarbures. Et ce sont ces secteurs-là, ces entreprises qui tirent le progrès de notre économie aujourd'hui. Mais malheureusement, ces entreprises font qu'extraire la matière et l'exporter à l'état brut. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui. Et donc, il serait important que l'on puisse modifier justement les lois de la République pour dire que dorénavant, tout celui qui veut investir dans les mines, dans son business plan, il doit y avoir une composante de transformation locale de la matière. Et plus la transformation locale est importante, plus on vous accorde des facilités sur le plan fiscal, par exemple. C'est important. C'est très important. Et avec ça, on transforme l'économie. Et les surplus générés par ces secteurs qui tirent la croissance doivent être utilisés à bon escient pour booster aussi d'autres segments. Il faut aussi vraiment renforcer l'intégration de l'économie. On a besoin de l'énergie, n'est-ce pas, pour pouvoir faire tourner l'économie. Les industries en ont besoin. Mais les câbles sont en cuivre, nous sommes producteurs de cuivre. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à développer le réseau de distribution d'électricité dans ce pays? Alors, une question que j'allais vous poser, elle est là. Quelle est la relation entre la main-d'œuvre, la qualité de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo et cette abondance de la main-d'œuvre? Quelles sont les relations entre les deux? Non, il y a un sérieux problème au niveau de notre système éducatif. Je suis enseignant, mais je dois le dire, il y a des sérieux problèmes dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à refaire, à reconsidérer. Il y a des programmes de cours que nous devons revoir. Je vous donne un exemple. Nous sommes en RDC, mais dans nos facultés d'économie, par exemple, il n'y a pas un cours de l'histoire économique de la RDC. Je trouve que il n'y en a pas? Je ne sais pas, mais dans... Moi, je n'ai pas fait l'économie. Donc... Oui, mais je ne me rappelle pas avoir vu un cours d'histoire économique. C'est vrai qu'il y a des cours d'histoire de la pensée économique, mais c'est important aussi que l'on puisse apprendre à nos étudiants l'histoire économique de ce pays pour qu'ils sachent quels sont nos vrais défis de manière tendancielle et comment est-ce qu'on peut y faire face. Parce que cette connaissance est importante pour pouvoir aussi orienter l'action. Donc, ça, ce sont des réformes qu'il faut faire pour que l'enseignement ou les enseignements s'adaptent à nos problèmes. On a beaucoup de gens qui vont en économie, droit, c'est bien, mais on a aussi besoin d'ingénieurs pour pouvoir soutenir la production. Mais comment est-ce qu'on organise ça? Quel est le niveau d'investissement que nous faisons dans le secteur de la recherche scientifique, dans la polytechnique, dans les techniques appliquées? Les institutions comme l'ISTA mériteraient d'avoir un appui important du gouvernement. IBTP, parce que ce sont les ingénieurs qui font la production. Nous, économistes, on analyse les contours économiques de la production, mais eux sont au cœur de l'ouvrage. Mais quand il n'y a pas de techniciens, ou il n'y a pas assez de techniciens, il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée, c'est un problème. Et pour que l'on ait cette qualité, il faut aussi que dans le secteur de l'université, de l'école, on puisse être rigoureux. La rigueur est au centre du progrès. On doit traiter durement celui qui travaille dans le secteur éducatif. Un enseignant ne peut pas se livrer à la corruption. Quand vous faites ça, on doit vous sanctionner de manière très sévère parce que vous êtes éducateur. Mais si l'enseignement ou dans le milieu éducatif, la corruption devient une norme. Mais quoi de normal que quand les gens vont travailler, ils puissent faire montre de cela. Donc, tout ça fait que justement, on a un indice de capital humain faible et ce capital humain que nous avons ne contribue pas assez au développement de notre économie. Or, la théorie économique, même les analyses empiriques montrent que le progrès des économies repose sur le capital humain, des hommes de qualité en bonne santé pour bâtir une économie forte. Ok, une dernière question, parce que nous sommes au terme de cette émission. Quelle est
l'état dans lequel vous voyez la République démocratique du Congo par rapport à son avenir. Au regard de tous les indicateurs qui sont à votre portée, au regard de toutes les personnes que vous fréquentez, au regard de tous les programmes qui sont sous vos yeux, comment voyez-vous l'avenir économique de la République démocratique du Congo? Alors, il y a ceci. Le chef de l'État a initié une consultation pour pouvoir mettre en place un nouveau gouvernement. Si ce gouvernement fait une rupture avec les pratiques anciennes. Déjà qu'il arrive pour des fins politiques, donc il ne faut pas trop attendre ce gouvernement-là. Bon, vous savez, moi j'aime croire et laisser aussi aux gens la chance de faire ce qu'ils ont annoncé. Donc je préfère ne pas être pessimiste dès le départ, mais je laisse quand même la porte ouverte à cette hypothèse pour dire que si ce gouvernement qui arrive à une taille raisonnable, meilleure que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une taille moindre, avec des animateurs qui sont capables de mener à bien l'action gouvernementale, avec des mécanismes de gouvernance dignes de ce nom, ben je pense que ce serait déjà un début pour pouvoir reprendre en main les choses et engager le pays sur une nouvelle trajectoire. Mais ça demande justement que l'homme congolais prenne conscience, l'homme congolais aussi bien le décideur que le citoyen lambda, parce que l'action dépend de tous. Mais si tous on prend conscience et qu'on se dit, bon, arrêtons avec le passé, faisons une rupture et avançons dans la bonne direction, je pense que ce sera un début. Je ne suis pas fataliste, mais je pense qu'il peut y avoir de l'espoir dans le sérieux, dans le travail et dans une dynamique de réconciliation de beaucoup de choses dans la manière de gouverner le pays. Je vous verrai sur ce plateau-là et au terme de quelques mois, après l'entrée en fonction ou les opérations, dès qu'elles commenceront au niveau du gouvernement, je vous aurai sur ce plateau et je reviendrai avec ce que vous aviez dit aujourd'hui sur ce plateau. Oui, non, c'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que le changement... Pas pessimiste, c'est tout. Oui, je dis que le changement n'est pas spontané, mais qu'il y a des éléments qu'il faudrait faire valoir pour qu'on arrive à ce changement. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, je le dis souvent, quand on nomme un gouvernement, pour moi, après nomination du gouvernement, il serait important que le chef du gouvernement prenne un décret pour fixer la taille des cabinets ministériels rapidement et ensuite fixer aussi les règles à observer pour composer les cabinets. Très bien. Il faut que l'on ait des job descriptions pour tous les postes du cabinet et que l'on propose des personnes en fonction de leur profil et leur probité morale et tous les membres qui les entourent. Parce que si il faut juste amener les gens au poste parce que c'est les membres d'un parti politique, mais alors qu'il n'a pas la compétence, mais quelque part on tue l'efficacité. Or, l'État, le trésor public qui paye l'argent, paye pour que le travail se fasse bien. Pas parce qu'on doit plaire aux gens, non. On n'est pas là pour servir les visages des gens, mais servir la nation. Malheureusement, la politique a longtemps pris les pays en otage. Et je pense que si, avec ces consultations, on arrive à faire une rupture sur cette dimension-là, je pense que ce serait un début d'espoir. Parce que je peux pas comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, je suis ministre et au poste de conseiller financier, je prends mon cousin qui est peut-être couturier, mais je le mets là parce que je sais qu'avec lui, on va voler de l'argent. Mais non, il ne faut pas mettre en place des dispositifs qui vont nous conduire au détournement. Ou bien encore, je mets quelqu'un dans ce poste de mon parti politique alors que cette personne est réputée être un voleur. Oui. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut justement encadrer. Et à part cet encadrement en termes d'organisation des cabinets et leur fonctionnement, il y a aussi une nouvelle organisation à mettre en place pour s'assurer que les dossiers d'État sont bien pilotés, bien ficelés et que les acteurs sont capables de les mettre en œuvre dans les délais impartis. Et il y a aussi un contrôle et des sanctions. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Chou et Alexandre. Vous êtes analystes en économie et enseignants dans les universités. Nous avons abordé aujourd'hui des questions qui portent sur la qualité de la gouvernance économique en RDC, particulièrement le climat des affaires pour la transformation de l'économie. Je pense que vous avez été suffisamment informés. Nous vous disons merci. On se retrouve très prochainement pour la 45 de BN Télévision, Business and Market Télévision.